Bonsoir à tous. Il se passe quelque chose de tout à fait exceptionnel ce soir, à l'École des Arts Joailliers, qui, comme un certain nombre d'entre vous le savent, a été créée grâce au soutien de la maison Van Cleef & Arpels. Alors pourquoi il se passe quelque chose d'exceptionnel ? D'abord parce que nous terminons avec vous notre première exposition dans le concept, ce qu'on a appelé l'école présente, et on a choisi d'exposer l'œuvre d'Harumi Klossowska-Drola, qui est ici à ma droite, qui est une jeune artiste extrêmement talentueuse et qui crée des objets et des bijoux. Et ce qui nous a intéressé dans le regard d'Harumi, c'est sa vision des bijoux considérés également comme des objets que l'on peut poser et non pas uniquement des accessoires que l'on peut porter. Et le deuxième élément, c'est sa recherche sur des matières tout à fait étonnantes. Mais sur ce point-là, je n'en dirai pas plus, parce que sinon, mes amis qui sont là, donc Harumi et Sandrine Merle, qui est la fondatrice de The French Jewelry Post, qui va l'interviewer, vont me faire des gros yeux, parce que je vais leur piquer leur partie. Ce n'est pas mon rôle. Donc je n'en dirai pas plus. À vous. Merci. Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Alors on va commencer par le titre de cette exposition, le nom donné à cette exposition, Retour d'expédition. Alors Harumi, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il sous-entend, qu'est-ce qu'il dit ? C'est en parlant avec la scénographe Claire Peverelli, en lui montrant mes bijoux, mes objets, qu'elle est venue, en fait, elle est revenue vers moi en me disant peut-être que ça serait bien de l'appeler retour d'expédition et de mettre les objets sur des caisses, comme si ça revenait d'un voyage lointain. Donc c'était un peu... Puis après, l'idée m'a tout de suite plu. Et elle a assombri un peu la salle et illuminé les objets. Et alors, est-ce qu'il y a un fond sonore ? Oui, il y a un fond sonore, ça c'était pour rappeler le son des cales, des bateaux, des bruits de la nature. Et alors, est-ce que vous-même, vous voyagez beaucoup ? Est-ce que ce sont des voyages physiques ou est-ce que ce sont aussi des voyages littéraires ou en esprit ? J'ai pas mal voyagé dans mon enfance avec mes parents. J'ai été en Afrique, j'ai été notamment en Égypte chez un ami. Et plus récemment, j'étais au Japon avec mon fils de 5 ans, qui fêtait ses 5 ans, où on a fait une cérémonie Shinto pour lui. Et ensuite, on est parti 4 jours à Kyoto. Et je veux dire, c'était la saison de la pluie. Il n'y avait personne dans les temples. Et c'était vraiment un moment absolument magique. Pourtant, j'ai été plusieurs fois à Kyoto. Mais là, c'était peut-être le fait qu'il n'y avait personne. Ça m'a énormément inspirée pour mes objets que je fais aujourd'hui. Alors, il y a le Japon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui vous ont particulièrement marqué ? L'Égypte. L'Égypte, hein. Oui. Le Kenya aussi. Après, il reste plein d'autres endroits à découvrir, je pense. Alors, en fait, quel est le fil conducteur si on prend tous ces objets ? Pourquoi ont-ils été choisis ? Est-ce qu'il y a évidemment, c'est vous qui les avez faits, mais est-ce qu'il y a un autre point commun ? Comment vous les avez sélectionnés ? Je pense que le fil conducteur, c'est certainement les animaux, mais des animaux qui ont une symbolique. Dans toute civilisation différente. Vous parliez de l'Égypte, certains ont... Oui, comme l'ibis, le guépard, qui est un peu comme un chat, on va dire. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une déesse comme ça qui est représentée avec soit une tête de lionne, soit une tête de guépard, parfois en Égypte. La lionne aussi, qui est très présente, donc, pour la plupart. Mais alors, tous ces animaux ont un air quand même assez inquiétant, ou en tout cas mystérieux, mais en tout cas, ils ne sont jamais candides ou romantiques. Il y a quand même toujours quelque chose d'inquiétant dans ces animaux. Peut-être que moi, je ne m'en rends pas tout à fait
tout à fait compte, mais... Ce ne sont pas n'importe quels animaux. J'ai toujours été une passionnée de Théodore Géricault. Et j'ai beaucoup aimé ce peintre parce que je trouvais qu'il arrivait à représenter l'animal dans toute sa fougue, avec justement tout son côté sauvage. Alors c'est peut-être un peu ça qui m'a inspirée. Et cette omniprésence des animaux, elle vient d'où? J'ai grandi dans la nature. J'ai passé mon enfance dans la nature et pour moi, l'animal est un lien entre nous et la nature. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on détruit de plus en plus la nature. Et pour moi, c'est un peu les animaux nous permettent de se dire qu'il faudrait plutôt la respecter. Alors, en fait, la nature aussi est très présente dans la culture japonaise, et votre mère est japonaise. Donc, est-ce qu'il y a une influence de cette, évidemment, j'imagine, de cette culture japonaise? Oui, parce que ma mère est toujours en kimono, pour la plupart du temps. Elle m'a toujours appris à respecter les objets. Et au Japon, enfin, selon le Shinto, quand on casse un objet, on doit le remercier de nous avoir servi et on essaie de le réparer. Souvent, on utilise de la feuille d'or pour le réparer. Alors, chaque fois, elle me disait qu'il fallait que je sois beaucoup plus soigneuse et on réparait ensemble les objets. Quand est-ce que vous avez commencé le bijou, en fait? Parce que là, il y a des objets qui sont des objets de sculpteurs aussi. Alors, quand avez-vous commencé avec le bijou? Est-ce que vous êtes plus orfèvre? Est-ce que vous êtes plus sculpteur, peintre? Le bijou, je crois que c'était toujours... les pierres m'ont d'ailleurs toujours beaucoup inspirée depuis que j'étais petite, depuis que j'ai grandi à Rome, à la Villa Médicis. Et je m'amusais souvent à ramasser des pierres comme ça, parce que je trouvais qu'elles avaient une couleur particulière, alors que c'était des simples cailloux de jardin. Oui. Et j'aimais bien en faire des choses. Ensuite, je pense que j'ai rencontré le galeriste de mon père qui avait chez lui une chambre avec des pierres à l'état brut. Et comme j'étais petite, j'avais mon regard qui était à la même hauteur que ces pierres. Et pour moi, c'était un monde complètement imaginaire où je pouvais passer des heures et des heures à les regarder, à imaginer des paysages, à imaginer toutes sortes de choses. Ça a été ma première, je crois, c'était à 7 ans. Ça m'a laissé une grande impression. Alors, quand vous parliez de ces petites pierres, justement, vous me disiez, mais en fait, il y avait un côté trésor, choses rares que j'avais envie de trouver, dénicher un peu partout. Oui, absolument. Il y avait un côté comme ça, parce que parfois, il y avait des petits restes de mosaïques. Alors, il y avait des couleurs de vert de gris, comme ça, au turquoise. Et je trouvais que c'était absolument formidable. C'était mes petits trésors. Et je cherchais pendant assez longtemps ces petites pierres. Et alors après, vous nous parlez de votre passage chez John Galliano, mais peut-être vous pouvez nous résumer quel a été votre parcours, en fait. Finalement, je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas du tout été dans une école où j'ai vraiment appris comme ça sur le tas. Et après John Galliano, c'est parce que j'avais découvert des passementeries qui appartenaient à ma mère, des passementeries faites en soie chinoise. Et à ce moment-là, ce qui m'amusait beaucoup, c'était de mélanger avec des pierres semi-précieuses. Jusqu'à ce que je travaille avec Boucheron en 2008, qui m'a donné une complète... qui m'a lancé dans une direction un peu plus différente, en travaillant justement, me permettant de travailler avec des pierres précieuses et plus avec le métal, comme l'or. Alors, qu'est-ce que vous a apporté cette expérience justement de travailler avec une maison connue et qui travaillait vraiment la haute joaillerie? Donc, il y a eu un passage. En fait, qu'est-ce que ça vous a... Comment ça s'est passé? Finalement, je ne sais pas. Je crois que j'étais très... Il y avait plusieurs sujets et je devais faire le danger. Enfin, j'avais choisi de choisir le danger et j'avais choisi de faire des serpents. Et c'est là où j'ai commencé un tout petit peu à faire des maquettes, mes premières maquettes comme ça en pâte à modeler. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était
dans ça que je voulais me diriger de plus en plus. Et à cette époque, vous faisiez déjà de la sculpture? Non, c'est venu après. Après, c'était vraiment des bijoux. J'essayais de dire de plus en plus avec des artisans. Je travaille toujours avec des artisans, d'ailleurs, européens. Et ce qui me plaisait, c'était beaucoup tout ce qui est le travail fait à la main. Et j'avais rencontré un artisan français. Et donc, j'essayais de le diriger du mieux que je pouvais, même si j'essayais un tout petit peu, peut-être un peu plus maladroitement, à faire des maquettes, mais c'était lui en particulier qui les réalisait. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le bijou, c'est qu'il puisse exister par lui-même, qu'il soit posé et qu'il ait une vie vraiment à soi, à lui. Et même qu'il soit porté, ça marche, mais qu'il soit aussi posé, ça soit bien aussi. Donc, petit à petit, je pense que ça m'a amené à développer plus les objets. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours de sculpture, ce qui m'a aussi beaucoup permis de développer et de corriger les artisans avec lesquels je travaille. Donc vous êtes venu à la sculpture après le bijou. Et en fait, vous m'avez beaucoup parlé de la sculpture, en fait, de ce que ça vous a apporté et du plaisir que vous preniez à la sculpture. Hein. Oui. J'aime beaucoup passer des heures justement à travailler la terre. Évidemment, il y a tout le passage de la base, de faire la potence pour que ça tienne. J'aime bien cette partie, mais vraiment la partie que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec la terre et de voir petit à petit se former l'idée qu'on a au départ, qu'elle prenne vie de plus en plus. Alors par exemple, est-ce qu'on peut prendre un objet et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire quel a été le process et les changements et toutes les questions que vous vous posez, parce qu'en fait c'est pas un process si simple. Si on prend le singe qui est à l'entrée, qui nous tourne le dos, au début je le voyais comme un singe beaucoup plus fin, comme un singe vervette. Et puis au fur et à mesure, au début il était très fâché, il avait les épaules comme ça très hautes. Ensuite, j'étais pas vraiment contente, donc j'ai baissé les épaules. Ensuite, il a perdu sa tête. Ensuite, finalement, le babouin est apparu. Donc voilà, c'est un peu une recherche comme ça qui dure, parfois qui exaspère un peu mon professeur de sculpture. Mais... Et vous parliez de l'immersion aussi entre le fait de faire un bijou et une sculpture ou un dessin. Par exemple, vous parliez du dessin. Il y a quand même un état qui est différent à chaque fois. Oui, ça c'est personnel. C'est que pour moi, le dessin, je dois être, par exemple, comme pour le paravent, où j'ai dû faire donc, le lion. Le paravent qui est donc là-bas. Ouais. Pour le paravent, quand il s'agit de peindre le lion, ou quelque chose d'autre, ou même que ce soit des dessins même finalement de bijoux plus poussés, je dois être complètement concentrée, sans être dérangée, sans avoir d'interruption, que ce soit d'enfants, de personnes, de chiens, parce que sinon, ça me fait perdre complètement le fil. Et pour de nouveau m'immerger dans le dessin, ça m'est très difficile. Tandis que peut-être pour la sculpture ou pour un travail que je fais vraiment à la main, je peux tout à fait en sortir, mais aussi je peux en rentrer tout de suite. Alors, quand on parle de la sculpture, quelles sont vos techniques favorites, vos matériaux favoris? Avec quoi vous travaillez spontanément ou voilà, est-ce que vous recherchez des matières? Comment vous travaillez? Alors, il y a deux choses. Pour les bijoux, j'aime beaucoup mélanger les matières. J'aime beaucoup travailler avec la corne de buffle ou d'une vache qui s'appelle un collet, auquel je mélange parfois de l'or, parfois des diamants, parfois des pierres précieuses ou semi-précieuses. J'aime bien ce contraste, finalement. Ou alors, parfois, j'utilise de l'ivoire de mammouth aussi, ou du bois aussi, ou du bois fossilisé. Qu'est-ce qui vous attire dans ces matériaux? Ça doit être sans doute la couleur, je ne sais pas.
Et pour les sculptures, vous utilisez les mêmes... Quelles sont les techniques, les matériaux? Pour les sculptures, j'utilise surtout le bronze ou l'albâtre. Oui. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'albâtre, c'est que ça laisse passer justement la lumière. Et c'est ça qui m'intéressait en fait dans l'utilisation. Et que c'était une chose qui était utilisée aussi par les Égyptiens. Sinon, j'aime beaucoup utiliser le bronze parce que pour moi, c'est un matériel qui vit comme ça et qui passe avec le temps, qui peut aussi s'oxyder avec le temps, avec lequel on peut aussi jouer avec un peu on peut mettre de la feuille d'or, voilà, c'est ça qui m'intéressait dans ce travail-là, avec le bronze. Et vous travaillez avec des artisans qui sont des artisans européens? Oui, uniquement européens, italiens et français. Oui. Parce que pour moi, ce qui est aussi important, c'est justement ce travail de savoir-faire. Par exemple, avec un des artisans, on est en train de travailler sur une pièce en métal repoussé. Et c'est une technique qui est en train de se perdre beaucoup. Et je trouve que c'est important justement de les soutenir. Alors tout à l'heure, vous parliez du bronze qui s'oxydait et qui vieillissait. Et j'aurais bien aimé que vous nous parliez du wabi-sabi qui en fait est assez proche de votre culture et qui est vraiment... Voilà, donc j'aimerais bien que vous en parliez parce que c'est intéressant dans votre travail. Alors justement quand j'étais à Kyoto, j'avais visité la maison d'un potier qui s'appelle Kawai Kanjiro et qui faisait partie d'un mouvement Mingei, l'art folklorique japonais. Et lui, justement, raconte cette très jolie histoire qui se passe il y a longtemps au Japon, où un homme achète un vase, et ce vase est absolument parfait, complètement tout neuf et tout parfait, sans défaut. Alors il le trouve presque trop parfait. Il lui fait, comme on faisait à l'époque, justement, une ligne complètement tortueuse, et ça suffit à le rendre imparfait. Il le montre à un ami qui apprécie ça. Et il dit que ça, c'est vraiment la définition, si on veut, du wabi-sabi, que les Japonais comprennent très très bien, justement, cette beauté dans l'imperfection. Donc ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, absolument. Et qu'on retrouve dans l'ensemble de votre travail? Un peu, j'espère. Alors, est-ce qu'il y a un style Harumi? Ça, c'est un peu difficile pour moi d'en parler, mais... Peut-être c'est justement le fait que tout soit vraiment fait à la main, que j'aime que les choses soient patinées, que j'aime qu'il y ait la trace de l'artisan, et que ce soit surtout des animaux, encore une fois. Alors, est-ce qu'on peut prendre est-ce qu'on peut décrire certains de vos bijoux ou de vos sculptures? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a inspiré et ce que vous avez voulu dire avec ces objets, ce travail? Alors, si on prend, ce qui était intéressant, par exemple, c'était, si je reprends le paravent, justement, c'était une commande d'une cliente qui voulait uniquement des papillons. Mais c'est le paravent qui est là. Hein. Oui, absolument. En fait, je trouvais que ça faisait presque comme si j'essayais de refaire une chose qui a été déjà faite plein de fois par des artistes, beaucoup mieux même japonais ou chinois. Et donc j'ai essayé de lui glisser un lion et elle a beaucoup aimé. et du coup, le lion, pour moi, ça me permettait de faire aussi, de ne pas faire un lion typiquement asiatique, mais de le faire plus occidental. Et aussi, j'aimais bien travailler la matière justement du paravent. Je ne voulais pas que ce soit une surface de bois entièrement lisse, mais je voulais que ce soit légèrement martelé pour faire penser peut-être un peu aux côtés fresques italiennes qui ont été très présentes dans mon enfance. Alors, par exemple... Sinon, il y a aussi la banquette Guépard, qui, pour moi, ça c'était un cadeau d'un taxidermiste qui m'avait offert un guépard qu'il a récupéré d'un zoo, qu'il a empaillé. Et souvent, je vais chez lui parce que c'est un point d'inspiration. Il a, je sais pas, une quantité d'espèces d'animaux, d'oiseaux. Il a tout un musée rempli justement d'oiseaux, de félins et tout. Et le guépard, pour moi, était
ça m'a tout de suite donné des idées, parce qu'avec son côté très long, gracieux, ça m'a rappelé les chats égyptiens, qui étaient faits en granit, justement. Donc j'ai mis un pied devant l'autre, un peu, et l'idée de la banquette est née comme ça. Alors en fait, ces félins, je crois savoir que vous en avez aussi chez vous, et que parfois ça crée des situations un peu étranges. Ah oui, parce que j'ai deux, justement j'ai le guépard et j'ai le puma que Benoît, mon mari, m'a offert. Et parfois je les aère dehors et la postière était effrayée, elle ne voulait plus distribuer le courrier parce qu'elle était persuadée qu'on avait des félins extrêmement sauvages qui étaient prêts à l'attaquer. Alors est-ce qu'on, par exemple, si on prend un bijou aussi, est-ce que par exemple il y a des crânes qui sont sertis de pierre? Oui. Il y a des parce que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté de la fête des morts mexicaine, et aussi parce que par ma culture, la mort n'est pas une chose complètement négative, comme elle peut l'être en Occident. Et je voulais lui donner justement un côté plus gai. Et j'ai choisi, encore une fois, des animaux, l'aigle, et j'ai mélangé avec des pierres de turquoise et du corail, de l'or. C'était pour rendre la mort un peu plus comme ça, gai. Et vous les avez moulés avec des vrais crânes, c'est ça? Non, ça n'a pas été moulé là. Ça a été reproduit. En corne de buffle. En corne de buffle. Mais il y en a. Vous avez utilisé les crânes de Ouistiti? Non. Alors ça aussi, c'est copié d'un vrai crâne de Ouistiti. Et là, c'était plutôt. Je voulais faire. Là, pour le crâne de Ouistiti, j'étais très inspirée par les croix chrétiennes. Et justement, je voulais mélanger un peu j'ai plus mélangé de l'or avec des diamants là, pour celui-là. Est-ce qu'il y a une autre œuvre dont vous pouvez nous parler? Par exemple, on a alors, ils ont des noms très bizarres aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ces noms, comment vous les nommez et qu'est-ce qu'ils signifient? Alors, pour les bijoux, c'était l'idée de mon directeur artistique, Franck Durand. Il trouvait que ça faisait presque comme... il a tout de suite, quand je lui avais montré mon travail, il trouvait que ce qui serait intéressant, c'est de le présenter comme une encyclopédie. D'où on a mis des noms des espèces en latin. C'est pour ça que vous avez des noms un peu compliqués parfois. C'est l'espèce que représente l'aigle exactement. Voilà. Alors, vous parlez de votre directeur artistique, de la scénographe, donc j'imagine que vous êtes entouré. Et pour quelqu'un qui fait des bijoux comme vous, uniques, etc., comment on communique son travail, comment on présente son travail, c'est important? Oui. C'est une partie importante aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment important, et je pense que le travail de faire des bijoux ou des objets, c'est toujours un travail de collaboration finalement, que ce soit avec des artisans. Enfin, on n'est jamais vraiment seul. Et est-ce que tous ces objets, vous les faites sur commande, ou est-ce que ce sont des objets qui naissent spontanément avec l'inspiration, l'humeur et le... Ça dépend. Parfois, c'est des commandes, parfois, ça vient de mon inspiration uniquement. Au début, pour les sculptures, c'était surtout sur dessin. Je présentais un dessin et la personne exécutait. Maintenant, je l'ai fait entièrement moi-même. Alors, vous avez des parents qui sont connus, hein, qui sont des artistes. Vous êtes la fille du peintre Balthus et votre mère est également peintre. Alors, comment ont-ils influé sur ce que vous faites aujourd'hui? Quel impact ils ont eu et voilà, comment ils se situent dans votre travail? Ils étaient tous les deux très présents. Mais ce qu'il y avait, c'est que mon père partait très très tôt le matin et il ne déjeunait pas. Et il revenait pour le thé à 5 heures. Et le thé à 5 heures était très sacré pour lui. Et il fallait qu'on soit présente, ma mère et moi, parce qu'il aimait bien parler de qu'est-ce qu'on a fait. C'était un moment où on s'échangeait chacun ce qu'on avait fait de la journée. Mais quand j'étais petite, et même plus tard, j'ai souvent entendu mes parents, enfin surtout mon père, parler de sa journée, parler des couleurs, parler des peintres de la pré-Renaissance. D'autres fois, c'était des tableaux japonais qu'il avait inspirés.
Et je crois que tout ça est resté quelque part, même si j'avais l'air de pas tout à fait écouter. Ça doit être très ancré très profondément dans moi-même. Il y a un moment, quand j'avais 8 ans, je me souviens d'avoir posé à mon père cette question. J'étais très étonnée qu'il faisait ces têtes toujours assez plates, enfin, notamment pour les joueurs de cartes. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu fais toujours des têtes aussi plates comme ça au-dessus là. C'était très. Et il a juste ri. Donc il m'a pas du tout répondu. Et c'est seulement des années plus tard que j'ai compris, en voyant Masaccio, en voyant justement ces peintres de la pré-Renaissance plus par moi-même, que j'ai compris d'où venait vraiment sa plus grande inspiration. Et cette influence italienne, elle est très présente chez vous aussi, tous ces peintres de la Renaissance, et oui. quelque chose que vous appréciez énormément. Oui, absolument. Par les tons, par les couleurs. C'est encore une fois, je pense que c'est dû au fait que j'ai vraiment grandi une partie à Rome, et aussi avec un père qui était vraiment passionné par ça. En fait, les couleurs dans votre travail sont toujours assez similaires. En fait, on a assez peu de flashs de couleurs, peut-être juste sur les crânes. C'est quelque chose qui peut arriver, ou c'est pas votre univers vraiment? Les couleurs très vives. Non, je pense pas, parce que ça aussi, je pense que ça fait partie de ma culture, du côté sobre, qui doit me venir du Japon, certainement. Ça doit aider, ça doit être le côté wabi-sabi, justement. Est-ce que dans la culture japonaise, il y a d'autres choses qui sont très présentes dans votre travail? On a parlé du wabi-sabi, on a parlé de la nature, est-ce que... Je sais que quand j'étais petite, j'ai dû apprendre à faire de la calligraphie japonaise avec ma mère. C'était tous les dimanches, c'est un vrai cauchemar pour moi. Mais je pense que c'est grâce à ça que ça m'a énormément appris à dessiner. Parce qu'on vous apprend à mettre de la force, pas mettre de la force. Et en même temps, quand vous faites la calligraphie, on doit devenir, si on écrit le caractère du vent, on doit devenir le vent. Si on fait la montagne, on doit se sentir comme la montagne. C'est presque comme une méditation aussi. Ça, malheureusement, j'en fais plus tellement. Il faudrait que j'en refasse d'ailleurs. Alors, vous avez aussi rencontré plein de gens célèbres, talentueux, hyper créatifs, comme Fellini ou David Bowie. Alors, comment ils ont eu une influence sur vous de la même façon? Est-ce que ça peut être inhibant, ou au contraire, est-ce que c'est extrêmement encourageant et stimulant? Toutes ces personnes sont venues souvent à la maison. Et après, je me souviens d'un épisode quand j'étais petite aussi, je devais avoir, je ne sais pas, 8, 9 ans peut-être. On avait été voir Fellini pendant son tournage de Elena Veva. Mais alors, ce dont je me souviens vraiment particulièrement, c'était la bâche qui faisait la mer et le rhinocéros qui était posé sur son bureau. Je crois que j'ai dû tellement parler du rhinocéros qu'il a fini par me le donner. C'était mon plus grand souvenir. Voilà. En fait, vous me disiez souvent, je me rappelais des gens en fonction des animaux qu'ils avaient, en fait. Oui, quand j'étais petite, je me souvenais souvent, quand mes parents me disaient « Ah, tu te souviens de telle et telle personne ?» Je disais « Ah oui, je me souviens de leur chien, oui, ou de leur chat. » Enfin, Et alors, dans le registre des artistes, est-ce qu'il y a d'autres gens que vous admirez ou dont vous ressentez qu'ils ont une influence sur vous? Moi, j'aime beaucoup travailler en musique. Donc, je dois dire que ça me tient réveillée parfois, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Et c'est très inspirant. Donc, mais je peux passer de Mozart à Nick Cave. Et ensuite, il y a aussi tous les cinéastes. On a toujours beaucoup aimé regarder les films. Et Kurosawa est un cinéaste que j'aime beaucoup. Wim Wenders, j'ai appris à le découvrir avec mon mari. Donc je pense, oui, il y a ces artistes, quelque part, m'inspirent. En fait, vous avez un mélange de cultures. Vous avez aussi parlé beaucoup des réalisateurs russes, par exemple, et du cinéma russe qui vous touche beaucoup. Oui. J'ai toujours été très proche même de la littérature russe. Ça a toujours été une de mes grandes passions.
Et peut-être que c'est parce que justement on est un peu entre la Pologne et la Russie du côté de mon père. Mais c'est vrai que je me sens très proche de ce côté-là. Et alors, vous vivez en Suisse. Alors, est-ce que la Suisse a aussi une influence et est-ce que vous pourriez créer ailleurs? Est-ce que vous pourriez habiter ailleurs? Ou est-ce que la Suisse vous apporte une sorte d'univers parfait pour créer? Non, je pense que je peux créer ailleurs. Maintenant, l'endroit où on est assez magique parce que c'est vraiment en pleine campagne. Et je pense que c'est plutôt la campagne qui m'inspire beaucoup. Mais en même temps, je viens souvent travailler à Paris, à Saint-Denis. Alors, je sais pas, ça doit être une combinaison des deux. C'est là où vous faites vos sculptures? C'est là où je fais mes sculptures. Je pense que si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, je crois qu'on peut passer aux questions. Ayant passé du temps à introduire les gens à vos œuvres, je suis vraiment tout à fait continuellement ravie, encore une fois. Et des questions, j'ai sauvé le guépard, le siège guépard, les yeux incrustés avec l'or et les oreilles, comme on fait quand on fait la réparation d'un morceau de porcelaine qui est cassé, ou quelque chose qui est cassé au Japon. Oui. Est-ce que vous l'avez fait parce que c'est une émotion que le guépard sent, ou est-ce que le guépard pleure? Non, c'est simplement parce que j'ai voulu jouer avec l'inverse, parce que normalement le guépard a des larmes noires et plutôt des taches comme ça noires, mais là c'était pour faire un contraste et pour faire justement que ça soit plutôt en or. C'est okay. Uniquement, enfin le côté jaune. Mais ça fait penser, ça fait méditer beaucoup. Tout le monde a trouvé. Merci. Bonsoir Rumi, j'ai deux questions. Premièrement, quels sont les pays qui sont le plus touchés, qui aiment le plus vos créations? C'est la première question. Et la deuxième, quels sont les artistes contemporains qui vous inspirent, qui influent sur votre travail? Et un petit peu, quelque part, quelle est un petit peu votre communauté ou famille créative? Merci. Par rapport à quels sont les pays, c'est un peu difficile pour moi parce que c'est un peu mélangé. Ça peut être européen, enfin souvent plutôt, on va dire, américain et européen pour le moment. Ensuite, au Japon aussi, quelques Japonais aussi. La communauté de mes amis, artistes, vous voulez dire, qui sont... ça va de chanteurs, des musiciens, à des gens du cinéma, même la joaillerie aussi. J'admire beaucoup Delphina Delettresse, qui est une grande amie, et des couturiers. La mode vous intéresse beaucoup aussi. Vous avez travaillé dans la mode. Oui. J'ai d'ailleurs fait une collaboration avec Valentino, il n'y a pas si longtemps. Alors, vous aviez fait quoi pour Valentino? Des diadèmes en forme de serpent. Et là, je dois refaire d'ailleurs quelque chose en fin d'année pour eux. La première fois que j'ai collaboré avec Valentino, j'avais rencontré Maria Grazia Curie, qui était encore chez Valentino à ce moment-là. Elle avait plein de bagues justement avec des animaux et elle avait une passion pour les animaux. Et c'est comme ça qu'on avait tout de suite connecté, et une passion pour les serpents aussi. Donc, et c'est comment c'est de travailler pour un couturier plutôt que de faire une pièce unique pour soi-même? En fait, les démarches vous intéressent de la même façon ou comment vous vivez les deux situations? Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est au service de quelqu'un d'autre et il s'agit de comprendre l'univers de l'autre et pas seulement de soi. Et je trouve que ça permet aussi de rester humble et justement d'apprendre à ne pas être trop centré sur soi-même. Et donc la collaboration sur laquelle vous travaillez aujourd'hui sera visible au mois de novembre. Au mois de novembre. J'aurais bien aimé comprendre un peu mieux ce qui vous attire dans les animaux. Par exemple, très concrètement, qu'est-ce qui vous attire dans les serpents? Dans les serpents, moi, je trouve qu'ils ont une forme très belle, très élégante. Ça fait comme une longue ficelle comme ça qu'on peut tordre un peu dans tous les sens. Ça reste toujours très beau. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté très sensuel. Mais bon, après ça, c'est moi personnellement. Je sais que pour beaucoup de gens, ils trouvent ça très
assez répugnant, mais moi, j'ai toujours été fascinée par ça. Donc il y a un rapport plus plastique, formel, plus... Oui, je suis... graphique. Oui, graphique. Pour tous les animaux, qu'est-ce qui vous attire dans les animaux? Pourquoi vous n'êtes pas dans la nature? Pourquoi vous n'êtes pas dans l'être? Dans la nature, oui, je suis aussi, parce que je fais aussi des arbres et des plantes ou d'autres choses. Pour le côté graphique, sensuel? Oui, certainement. Ça doit être le côté graphique. Mais après, je ne sais pas si la tête de lion, je sais pas, je dirais pas que c'est sensuel, ou peut-être, mais enfin, je ne vois pas comme ça. Je trouve qu'il y a un regard chez le fauve qui est merveilleux, qui est très beau, qui a tout le côté sauvage. Justement, je parlais de Géricault tout à l'heure, parce que je trouve que c'est un des peintres qui a réussi à rendre ce côté-là, le côté indomptable, le côté sauvage de l'animal. C'est peut-être ça qui m'attire, au fond, finalement. Je crois qu'il y avait une autre question. Est-ce que c'est important pour vous? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils ont été là depuis toujours, qu'on les a réellement déterrés sous le sable, enfin ils étaient enfouis quelque part. Et il y a une dimension comme ça, quasi éternelle et même métaphysique en fait. Enfin en tout cas c'est ce que je ressens, je me demande si c'est... Merci beaucoup. Je crois que ça va vous faire très plaisir. Ça me fait très plaisir. Je pense que c'est ce qu'a ressenti comme vous la scénographe, c'est pour ça qu'elle m'avait proposé ça. Et c'est vrai que le fait pour moi, c'est que je n'aime pas, par exemple, travailler dans le sens des collections. Pour moi, ça doit être intemporel, il ne doit pas y avoir vraiment d'époque, de temps. Et ce que j'aime avec le matériel, justement, comme le bronze, c'est que ça peut être enterré, ça pourra ressurgir. Même chose pour l'albâtre. Et c'est ça que je trouve... c'est pour ça que j'aime bien ces matériaux, finalement. J'ai une petite question technique. Oui. Et je notais dans la réalisation des bijoux l'incrustation des petits diamants qui donnent des reflets, mais aussi de petits plaques, comme on peut dire, d'or ou argenté ou blanc, je ne sais pas. Et une autre chose que j'ai noté, par exemple, ton serpent de boucheron, j'adore, qui est incrusté de petites perles ou semi-perles de turquoise, mais aussi, je pense, avec... saphir, oui. Oui, et de petits... diamants, c'est un mélange de diamants, saphir. Et aussi or. Oui. Oui. Ça vient d'où? C'est quelque chose, c'est peut-être, je me demande, parce que je trouve ça différent. Et je ne sais pas si ça vient peut-être du Japon. Ou c'est une technique que tu aimes et tu as appliquée et tu as expérimenté? Alors les clous, c'est comme des petits clous. Oui. Ça, c'est plus pour les pierres. Par contre, pour ce qui est boucheron ou pour ce qui est... si on prend l'aigle, la bague aigle, il y a des incrustations justement aussi sur le bec, sur une base de métal. Donc, ça, c'est du sertissage traditionnel. Comme pour boucheron, c'était aussi un sertissage traditionnel. La seule chose, c'est que j'aime bien mélanger les pierres dures avec les pierres, comme la turquoise, avec tout d'un coup des pierres comme le saphir ou le diamant. Après, pour beaucoup de bijoux, on fait aussi de l'incrustation d'ébène sur lequel on met des diamants, par exemple. Ah, ok. Merci. Bonsoir, Ruby-san. Bonsoir. C'est vraiment formidable de vous avoir. Merci, Sandrine, aussi. Merci. C'est un phénomène assez récent, finalement, ces lignées d'artistes au travers de plusieurs générations. C'est vraiment du XXe siècle. Alors, c'est assez courant, ou c'est un peu plus courant dans le cinéma, par exemple, mais dans les arts plastiques, c'est assez rare, finalement. Ou dans la musique, c'est assez rare. Cette histoire de se faire un prénom quand on a, comme ça, des parents célèbres. Et dans votre cas, il n'y a pas seulement vos parents qui sont proches de vous, il y a aussi... je voudrais savoir si ce n'est pas indiscret, si vos relations avec Pierre Klossowski ont marqué aussi votre vie de jeune fille et de jeune femme et d'artiste, voire même si Rilke a compté à un moment donné de votre vie, puisqu'ils ont été présents dans votre famille et dans cette grande lignée d'artistes dont vous faites partie aujourd'hui. Merci. Alors, Pierre Klossowski,
malheureusement, je l'ai pas vraiment connu. Il était très âgé, on l'a vu, il est mort après mon père. J'ai eu la chance de le rencontrer par mon frère, enfin par mon demi-frère Thaddée, qui était beaucoup plus proche de lui. Je crois que pendant un certain temps, mon père et Pierre ne se parlaient plus beaucoup. Enfin, ils ne se voyaient plus beaucoup, on va dire. Du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui restait plutôt assez lointain, comme ça, dans l'imaginaire. Toujours présent, mais dans l'imaginaire. Rilke, par contre, j'ai grandi évidemment avec lui parce que mon père me lisait parfois des poèmes de Rilke. Et il a eu une importance très grande justement sur mon père et il était pendant très longtemps avec ma grand-mère. Donc ce sont des personnes, on va dire, qui sont assez fantomatiques mais très présentes. Bonsoir, merci de nous faire voyager à travers Rome, à travers l'Afrique, à travers l'Égypte, etc. J'ai noté vos influences, que ce soit la mode, que ce soit le mobilier, l'ergonomie et tout ça. Et vous avez une influence architecturale. Je voulais savoir quelle est la présence de l'architecture à travers votre art et à travers finalement la joaillerie qui est aussi une architecture à petite échelle. Alors, je pense que la présence de l'architecture, on a toujours été... Enfin, j'ai toujours vécu dans mon enfance dans des maisons qui étaient finalement historiques. Là, on habite dans un chalet du XVIIIe siècle qui rappelle beaucoup une architecture japonaise. Donc, je pense qu'il y a une grande sensibilité chez moi, encore une fois, presque même très proche de tout ce qui est japonais, en point de vue architecture, avec un sens assez sobre et assez vide aussi, quelque part. Mon père, par exemple, quand il a acheté un château en Italie, il l'a très très peu meublé. Il n'y avait que des meubles paysans, mais très très peu. Donc il y a toujours eu ce côté assez vide qui m'a beaucoup, je crois qui finalement m'attire beaucoup. Arumi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre travail? Merci Sandrine.